Mesdames et messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Les 278 532 candidats au CFE et à l'entrée en 6e sont sur la dernière ligne droite. L'examen qui leur ouvre les portes du cycle secondaire débute demain au Sénégal et en Gambie. Le point sur les derniers réglages dans ce 20h. Vétusté des équipements, faiblesse de l'outil de production, l'imprimerie nationale du Sénégal attend du 109. Le président de la République entend accélérer sa modernisation, préoccupation exprimée lors du dernier Conseil des ministres. Alors que reste-t-il de la structure qui tire le journal officiel? Le coup d'œil de la rédaction dans cette édition. Et puis cette image qui fait débat, des tas de sardinelles pourries sur le rivage à Hambourg. Le produit est en souffrance en cette période de grande abondance. La surpêche, un péché mignon dans plusieurs localités du pays, alors que dans d'autres, l'on a du mal à voir la queue du poisson. Que faire? À suivre le reportage de Kombadia Hatemar et la réaction dans ce journal du ministre de la Pêche et de l'Économie maritime. Préparatif de la Korité, c'est la ruée vers les allées du centenaire. Commerçants, détaillants, clients, tous baignent dans l'ambiance qui prévaut sur les lieux. À la Médina, un autre décor, les cordonniers qui confectionnent les chaussures Made in Sénégal attendent de les écouler. Bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République a procédé en fin d'après-midi à l'inauguration de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation, une initiative du professeur Souleymane Mboup qui compte développer les laboratoires orientés dans la recherche et la formation en santé publique. Nous y reviendrons sans doute au cours de cette édition. Sur la route de Diamniadio, le président Macky Sall s'est arrêté à Rufisque pour présenter ses condoléances à la famille du marabout Thierno Abdoulaye Diop. Pour l'occasion, le président a rendu un vibrant hommage à un grand serviteur de l'islam, Oumar Nying. L'arrivée du président Macky Sall ici à Gendel est en rapport avec ses relations avec le religieux qui vient de nous quitter. Thierno Abdoulaye Diop, grand érudit établi dans ce quartier de Rufisque, était très lié au président Macky Sall. En présentant ses condoléances, le chef de l'État l'a rappelé devant l'assistance. Au défunt marabout, le président Macky Sall a rendu un vibrant hommage. C'est l'islam qui a perdu un de ses grands serviteurs, dit le président de la République, que l'illustre disparu considéré comme son fils. Au nom de la famille, Thierno Mamadou Lamine Diop a transmis au chef de l'État ses vifs remerciements pour ce déplacement. Avant cette circonstance douloureuse, son assistance n'a jamais fait défaut, témoigne le fils du marabout. Il en vaut pour preuve son évacuation à l'étranger à la charge du président de la République. D'où l'expression d'une infinie reconnaissance de la famille éplorée qui a prié pour le président de la République. Avant les témoignages et prises de parole à la mémoire du marabout, le président de la République a transmis ses condoléances aux veuves. Il s'est ensuite recueilli au mausolée de l'illustre disparu. L'examen du CFE et de l'entrée en 6e démarre demain, mardi 20 juin, sur toute l'étendue du territoire national et en Gambie. Cette année, 278 532 candidats se sont inscrits et il y a une légère augmentation du nombre par rapport à l'année 2016. Toutes les dispositions sont prises pour un déroulement normal de l'opération, selon le directeur des examens et concours qui faisait face à la presse. Mortala Diop. À un peu moins de 24 heures du démarrage de l'examen du CFE et du concours de l'entrée en 6e, c'est le branle-bas de combat au niveau de la direction des examens et concours. Tous les agents sont mobilisés pour un déroulement normal des opérations. Toutes les dispositions utiles sont déjà prises pour assurer un déroulement normal des opérations. À la date du 18 mai 2017, le nombre total d'inscrits est de 278 532.
dont 146 877 filles, soit 52,73%. C'est dire que le nombre de filles candidates a augmenté cette année, passant ainsi de 146 152 en 2016 à 146 877 en 2017. La levée des épreuves a commencé il y a quelques jours. Toutes les académies ont déjà en possession leurs épreuves bien sécurisées. La levée des épreuves s'est étalée sur une durée de 5 jours, allant du mercredi 14 au lundi 19 juin 2017. Une priorité a été accordée aux académies dites périphériques. Cette année, des élèves en situation de handicap pensionnaires des écoles inclusives de Guédiawaye, Thiaroye et Rufisque vont participer à l'examen. Un dispositif particulier a été pris pour les accompagner. Nous l'avons fait en synergie avec les inspecteurs d'académie concernés à travers des correspondances pour que ces enfants-là tiennent compte de leur handicap le jour de l'examen, en choisissant pour eux des salles spéciales, en prenant soin de les accompagner correctement, mais également en respectant le tiers-temps qui leur sera accordé en plus du temps qui est accordé à un enfant normal. L'examen du CFE et du concours de l'entrée en 6e nécessite des moyens financiers et humains colossaux. Mais le ministère de l'Éducation nationale n'a pas lésiné sur les moyens pour une parfaite organisation de l'opération. Ainsi, 9 285 salles de classe seront mobilisées pour un total de 1683 centres sur toute l'étendue du territoire. Session ordinaire unique à l'Assemblée nationale. Cet après-midi, les députés ont adopté 3 projets de loi soumis à leur approbation. Ces projets de loi, outre certains emplois judiciaires, visent à la création, l'organisation et le fonctionnement des tribunaux de commerce et chambres commerciales d'appel. Explication dans ce reportage d'Amadou Aramtiam. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, en face des 55 députés présents pour éclairer sur la quintessence des projets de loi qu'il a conduits lui-même devant le Parlement. Le ministre, pour décliner les grandes lignes du projet portant sur le statut du magistrat, a d'abord rappelé que ce statut est issu de la loi organique numéro 2017-10 du 17 janvier 2017 qui visait d'une part à revaloriser certains emplois et d'autre part à créer de nouveaux. La création des tribunaux de commerce et des chambres commerciales d'appel qui, selon Sidiki Kaba, répond à une nécessité de développement économique, doit prendre en compte dans le statut de magistrat les emplois créés dans les nouvelles juridictions commerciales et que ces fonctions soient arrimées à des niveaux de grade comparables à ceux de leurs homologues des tribunaux de droit commun. Quant au projet de loi numéro 12-2017 modifiant les articles 5, 6, 7, 9 et 13 de la loi numéro 2014-26 du 3 novembre 2014 fixant l'organisation judiciaire, le ministre qui a été interpellé sur la formation et sur le maintien des chambres africaines extraordinaires a d'emblée précisé que les tribunaux de commerce sont institués et leur personnel nommé pour rapprocher davantage la justice des populations. Sur la formation, il a précisé que 10 milliards CFA seront dégagés en ce sens. Sur la situation des chambres africaines extraordinaires, le garde des Sceaux affirme que dans 11 jours précisément, il n'y aura plus de tribunal africain extraordinaire au Sénégal. Dernier projet soumis au Parlement, le projet de loi numéro 13-2017 portant organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce et des chambres commerciales. Par rapport aux interpellations des députés, le ministre qui a apporté des éclairages sur l'article 36 qui prône la déchéance du juge consulaire s'est aussi longuement appesanti sur les litiges fonciers au Sénégal et les solutions que le président de la République a instituées en changeant les baux en titres fonciers. Un engagement fort du chef de l'État pour soulager certes les populations, mais aussi pour éradiquer un phénomène qui continue de plonger des familles entières dans le désarroi. Les 3 projets de loi
ont été votés à l'unanimité. Focus ce soir sur l'imprimerie nationale qui se trouve à Rufisque. Pour faire face à la forte demande d'impression des documents de l'administration publique, le chef de l'État a instruit le gouvernement d'accélérer le processus de modernisation et de renforcement des équipements de l'imprimerie, ceci également dans la perspective de la publication des documents sur l'histoire générale du Sénégal. Notre reporter Cher Bambagay s'est rendu sur place. Lors du dernier Conseil des ministres du mercredi 14 juin 2017, le président de la République avait instruit le Premier ministre d'accélérer la modernisation des infrastructures de l'imprimerie nationale de Rufisque. Et à juste raison, sa préoccupation se justifie car ici à l'imprimerie nationale de Rufisque, l'outil de production est vétuste. Par exemple, cette machine d'impression qui date des années 70 est la seule qui marche ici. Par conséquent, tout se fait manuellement et à chaque impression, on change de couleur pour passer à une autre. C'est également le même constat dans la salle d'assemblage avec ces machines à l'arrêt après des années de service, ce qui limite la capacité de production. Aujourd'hui, il faut tout renouveler. Les difficultés majeures, c'est, comme vous l'avez constaté, l'outil de production. Nous avons une capacité productive qui est très faible. Et je pense que qui est due essentiellement à la vétusté des équipements, comme vous l'avez constaté. Maintenant, l'expertise est là. Nous avons des agents de qualité qui ont capitalisé plusieurs années d'expérience. Maintenant, c'est vrai que le capital humain, il est là. Il faut certes le renforcer sur le plan quantitatif et qualitatif. Mais pour que nous puissions assurer la mission qui est la nôtre, avec l'accessibilité de l'information légale et administrative, il nous faut des équipements de dernière génération. Pour le tirage du journal officiel, par exemple, la direction a renouvelé les équipements avec des machines Riso dotées d'une grande capacité de tirage. Et dans la perspective de l'écriture de l'histoire générale du Sénégal, l'imprimerie nationale sera mise à contribution grandement pour la confection des documents pour pleinement garantir l'accessibilité à l'information légale et administrative. C'est pourquoi on a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme la directive du président de la République qui a demandé à M. le Premier ministre d'engager la restructuration qui va se faire avec une évolution d'abord du statut de la maison, qui va évoluer d'une direction nationale vers un établissement public à caractère administratif. Maintenant, s'en suivra tout un dispositif de gestion avec un conseil d'administration, avec des manuels de procédure, avec un contrat d'objectifs pour lequel nous allons nous engager, Inch'Allah, à une atteinte des objectifs que nous nous serions nous-mêmes fixés à partir des directives du gouvernement du Sénégal. La modernisation de l'imprimerie nationale souhaitée par les autorités a toujours été le vœu de la direction. Si elle se réalise, elle va créer de la valeur ajoutée dans la production. S'en suivra bien sûr un renforcement des capacités pour que l'investissement soit sécurisé d'abord par un bon usage, mais également par une maintenance régulière. Ainsi donc, l'imprimerie nationale de Rufisque a des défis majeurs à relever, mais avec le renforcement de ses équipements et la modernisation de son administration, elle sera en grande mesure de jouer sa partition dans la vulgarisation de l'information publique avec toute la qualité qui s'y est. Retour sur l'inauguration de l'Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique, inauguration par le président de la République. L'initiative est du professeur Souleymane Mboup qui compte développer des laboratoires orientés dans la recherche et la formation en santé publique. Nous reviendrons en détail sur cette inauguration avec nos reporters qui étaient sur place. Le financement de la navigation sur le fleuve Sénégal et la sauvegarde du massif du Fouta Djallon, tels sont entre autres les défis qui attendent la nouvelle équipe dirigeante de l'OMVS. L'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, le nouveau haut-commissaire, le Malien Ahmed Djane Semega et son équipe ont été installés ce matin par le président du Conseil des ministres de l'OMVS, le ministre guinéen de l'énergie et de l'hydraulique, Cheikh Talibi Silla. Ils ont 4 ans pour faire leur preuve. Mamadou Sabambo. Le Haut Commissariat de l'OMVS change de patron. Cabinet Komara cède le fauteuil au Malien Ahmed Diano Semega, porté à la tête de l'organisation par la conférence des chefs d'État tenue le 17 mai dernier à Conakry. Le haut commissaire sortant, son second et le secrétaire général s'en vont après de bons et loyaux services.
Nous sommes heureux d'annoncer dans ce cadre d'ailleurs que la Banque mondiale, il y a 3 semaines, vient de mettre en disposition 100 millions de dollars pour financer la ligne entre Manantali et le Sénégal. Fort heureusement, la crédibilité de notre organisation aidant, des solutions sont en train de se mettre progressivement en place afin qu'à terme, notre bassin exploite de manière exhaustive son potentiel agricole, ses infrastructures de communication fluviale et routière et son immense potentiel hydroénergétique. L'équipe entrante arrive à un moment crucial de la trajectoire de l'OMVS. Un moment où tout est urgent. Il nous faut aujourd'hui travailler à renforcer l'image et la crédibilité de notre organisation. Et cela en tenant fermement pour calendrier la feuille de route que les chefs d'État ont tracée dans leurs discours respectifs à Conakry, parmi lesquels je citerai celle qui me semble être aujourd'hui la priorité des priorités, qui, à mon sens, donnera à notre organisation sa crédibilité et toute sa crédibilité, le programme de la navigation. La conférence des chefs d'État a misé sur une équipe très au fait des dossiers de l'OMVS. Semega, son adjoint Abdel Veta de la Mauritanie et le secrétaire général le malien Mamadou Diaby sont des produits de l'organisation. Une équipe aussi forte, connaissant le Haut Commissariat, étant dans le milieu, je pense que j'ai droit à le dire, et vous êtes d'accord avec moi, que l'équipe-là n'a pas droit à l'erreur. Continuer à étoffer les acquis. C'est ça qu'on appelle le développement. C'est de ça que l'OMVS a besoin aujourd'hui. La nouvelle équipe de l'OMVS devra sans tarder s'attaquer aux besoins de financement de la structure, besoins qui tournent autour de 4 milliards de dollars, mais également à la sauvegarde du massif du Fouta-Djallon, durement éprouvé par la dégradation et les changements climatiques. Massif qui, en quelque sorte, est le château d'eau qui alimente le fleuve Sénégal et plusieurs centaines d'autres cours d'eau qui arrosent la sous-région. Du poisson déversé sur le rivage en cette période où la ressource est abondante. Cela est devenu fréquent dans des localités comme Dakar-Saint-Louis ou sur la petite côte Hambourg notamment. La sardinelle est surexploitée. Des pêcheurs ont même du mal à écouler le poisson qui finit malheureusement par pourrir. Koumaya Khatemar a fait le constat. Incroyable mais vrai, le poisson si recherché, jeté. Nous sommes à la baie Mbour qui a été transformée en vaste déversoir de sardinelles et pour cause. On n'a pas où conserver le poisson. C'est la glace qui coûte cher. On achète la caisse entre 2000 et 2500 francs, alors que le prix normal variait entre 900 et 1000 francs. Le surplus de poissons, on l'a mené à l'usine de Mbaling. Malheureusement, elle a explosé. L'usine de transformation de Mbaling en question, la voici, ou du moins ce qui en reste, suite à une explosion survenue le 27 mai dernier. Copélite Afrique achetait le surplus de sardinelles. On travaillait presque par jour 400 à 600 tonnes. On fabrique ici farine de poisson. On le fait huile de poisson. Oui. L'usine est à l'arrêt. Malgré tout, la sardinelle est pêchée sans retenue. Ces grosses pirogues bien remplies de poissons accostent avec leur cargaison. Marailleurs, revendeurs et autres enfants se ruent sur les embarcations. Avec la sardinelle, on peut faire du thon, du poisson frit. Ce que j'ai là, dans une certaine période, tu peux l'avoir à moins de 1000 francs CFA. L'offre sardinelle dépasse largement la demande en cette période et les moyens de conservation et de transformation font défaut. En conséquence, le poisson pourrit. Nous le transportons au sud de Mali. Le produit sera ensuite transformé en aliment pour volailles. Il nous faut des chambres froides pour conserver le poisson, car dans 2 mois, la sardinelle se fera rare. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les pêcheurs de s'organiser? S'il y a 100 pirogues, les 25 partent, demain ainsi de suite, comme ça on verra. Et en ce moment même, les marailleurs eux-mêmes, ils pourront avoir
la ressource à disposition et l'amener à l'intérieur du pays. Mais aujourd'hui, on le déverse. Et à l'intérieur du pays, pratiquement, il n'y a pas le poisson. Ça pose des problèmes. À moins de 20 km de Mbour, Singa-Lorom. Paradoxe, dans ce village, la population peine à trouver le poisson. Le poisson coûte excessivement cher ici. Nous achetons la sardinelle entre 250 et 300 francs l'unité, ou bien les 3 à 500 francs. Ce n'est pas facile. Après avoir payé le poisson, il ne te reste presque plus d'argent. La sardinelle yaboy en wolof est consommée par de nombreux Sénégalais à faible revenu, mais elle subit actuellement une forte pression, particulièrement à Mbour, où surpêcher la sardinelle devrait être considéré comme un péché. 19 complexes frigorifiques seront construits à travers le pays pour un coût global de 10 milliards de francs CFA. Début des travaux avant la fin de l'année 2017. Le parc frigorifique sera rénové pour assurer une bonne conservation du poisson. Propos du ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Omar Gueye, que voici. Il y a 19 complexes frigorifiques qui sont en cours de finalisation. N'eût été les procédures assez compliquées de passation de marché, aujourd'hui, je pense que nous ne serions pas loin d'inaugurer ces complexes frigorifiques. Mais la boucle est bouclée, le dossier était au niveau de la Cour suprême qui a tranché la question. Maintenant, nous pensons que très rapidement, nous allons démarrer ces complexes frigorifiques. Le dossier des camions frigorifiques aussi est très avancé, avec des partenaires pour équiper les mareyeurs de camions frigorifiques. L'autre axe, c'est une réflexion sur une organisation encore du secteur, une planification des sorties des pirogues. Il ne sert à rien que tout le monde se rue sur le poisson qui est en abondance actuellement, revienne avec du poisson et les jeter. Nous avons mis en place un réseau national maintenant des CLPA, le comité local de pêche artisanale, et une sensibilisation va se faire en profondeur pour que ces pêcheurs puissent être conscients qu'ils n'ont aucun intérêt à aller pêcher du poisson qu'ils vont jeter. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a réglé le problème de l'équipement des pêcheurs avec une subvention de 20 milliards qui est mise à la disposition des pêcheurs pour le remplacement des moteurs. Chaque fois qu'un pêcheur achète un moteur, il reçoit 1 million. Le président a réglé la subvention sur l'essence. L'État supporte 7 milliards par an. Il reste la chaîne de valeur extrêmement importante, la chaîne de froid. Les camions frigorifiques, les complexes frigorifiques. À partir de ce moment, le poisson, même en abondance, ne sera plus jeté parce qu'il pourra être acheminé vers les zones qui en ont besoin et qui sont assez lointaines des côtes et plages. Il est parti, mais il est encore dans les esprits. Ousmane Sembène, le cinéaste très respecté sur le continent africain, surtout au Burkina Faso. Dans ce pays, une chambre d'hôtel porte son nom et une de ses photos reste presque sacrée. La rédaction lui rend encore hommage à travers ce reportage de Oumindour. C'était en plein FESPACO en 2015. Nous sommes présentement devant le centre de conférence Sembène Ousmane de l'hôtel Azalaï ex-Indépendance. C'est dans cet endroit que se retrouvaient pour chaque édition du FESPACO Sembène Ousmane et ses pairs du cinéma africain. Sembène y avait ses habitudes au bord de la piscine et la chambre numéro 1, celle qu'il occupait à chacun de ses passages à Ouagadougou, porte son nom depuis 2009. Cette année-là, le FESPACO rendait hommage à l'aîné des anciens 2 ans après sa mort. Depuis lors, cette chambre se transformé en musée Sembène Ousmane le temps de chaque FESPACO. Mais de cet hôtel, il ne reste plus rien. L'Azalaï, ex-Indépendance, qui se trouve à quelques mètres de l'Assemblée nationale, a été la cible des manifestants le 30 octobre 2014 lors de la chute de Blaise Compaoré. La direction de l'hôtel nous a permis de constater l'étendue des dégâts, mais n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Car ici, tout a été saccagé, brûlé ou pillé. Tout, sauf un portrait de Sembène Ousmane. Et c'est notre confrère Boukari Waba du bimensuel burkinabé Mutation qui nous raconte cette histoire incroyable. Pendant que les jeunes manifestaient, j'ai constaté, parce que je me trouvais un temps dans la foule, je me suis retrouvé de l'autre côté de la voie qui fait face à l'hôtel.
Et là, j'ai vu donc des jeunes manifestants qui venaient vers moi avec donc un grand tableau. De loin, j'ai facilement reconnu la figure de Sambène Ousmane à travers donc cette pipe qui ne quitte jamais sa bouche. Donc j'ai identifié donc Sambène Ousmane. Les jeunes sont arrivés à mon niveau. Ils ont demandé en langue morée, Nyowaya Ana. Ça veut dire celui-là c'est qui? J'ai répondu c'est Sambène Ousmane. Certains ont demandé encore, il y a Anla Sambène Ousmane. J'ai répondu c'est un cinéaste. J'ai ajouté c'est un Sénégalais. Et là ils ont réagi, ils ont dit ah il y a Nin Songo pour dire que c'est une bonne personne. Et ils se sont dirigés en même temps parce qu'on était non loin de la direction générale des douanes. Donc c'est là que les jeunes sont allés remettre la photo à un agent qui s'est présenté à eux, qui était aussi enthousiaste, en tout cas pressé de pouvoir prendre le tableau et donc de sauvegarder donc, le tableau. Donc l'agent a pris le tableau et les jeunes ont ajouté qu'il faut en prendre soin. Cette consigne des manifestants a été bien respectée. En attendant la réouverture de l'hôtel Azalaï ex-indépendance, le portrait de Sambène Ousmane se trouve toujours en sécurité à la direction générale des douanes et c'est juste derrière moi. C'est un peuple qui craque en une nuit blanche. Après avoir donné à une salle de conférence et à une avenue le nom de Sambène Ousmane, en plus d'avoir érigé une statue en sa mémoire sur la célèbre avenue des cinéastes de Ouagadougou, le peuple burkinabé, même dans les moments les plus troubles de son histoire, continue de vouer à l'aîné des anciens un respect incommensurable. On passe à l'attaque, on passe à l'action. Mieux vaut tard que... Le monde de la culture qui célébrait donc le 10e anniversaire de la disparition de Sambène Ousmane. C'est la période pour les détaillants d'aller chez les grossistes pour s'approvisionner. À quelques jours de la Korité, les allées du centenaire sont envahies par les commerçants, surtout ceux qui viennent des régions. Chez les cordonniers de la Médina, les clients n'ont pas encore passé leur commande de Korité, une situation qui inquiète les spécialistes de la chaussure locale. En route vers l'Aïd el-Fitr avec les détaillants, c'est un reportage de Jean Dior. Des bâches installées le long des voies secondaires des allées centenaires, l'événement l'exige. Les grossistes déballent les cartons de chaussures, les détaillants s'approvisionnent. Je suis venue chercher de la marchandise. Chaque année, je viens au marché centenaire acheter des chaussures pour enfants. Après, je les envoie à Diourbel. C'est là-bas où les chaussures seront vendues. La plupart des commerçants viennent de l'intérieur du pays. Comme chaque année, ils acheminent un nombre important de marchandises dans leur ville de résidence. Un business qui se développe de plus en plus. Je viens de Ourossogui, c'est ma première année de commerce. Je vendais des produits cosmétiques et là, j'ai eu l'idée de vendre des chaussures et des habits pour la Korité. J'ai emballé 10 cartons que je vais amener à Bokidiawé. J'ai quitté le Fouta hier vers 16h. Dès que les magasins ont ouvert leurs portes, j'ai tout de suite fait mon choix. Par exemple, j'ai acheté cette paire à 1500, donc je peux la revendre à 1750. Les magasins refusent du monde, les grossistes ne se plaignent pas en cette période. Les conteneurs débarquent 10 jours avant la Korité et dès que la marchandise arrive, nous chargeons les magasins et les commerçants viennent faire leur choix. Nous avons des cartons de 24 pièces, 40 ou 50 pièces de chaussures. Ici au marché, certains détaillants se sont même transformés en demi-grossistes pour répondre à la forte demande. Sur chaque pièce du carton, tu gagnes 100 francs. Si tu achètes le carton de chaussures à 50 000 francs, tu le revends à 55 000. Si c'est la fabrication locale, les cordonniers nous les vendent à 1000 francs et nous les proposons aux clients à 1100 francs, 1200. L'ambiance est différente à la rue 11 de la Médina, lieu par excellence de la fabrication de chaussures locales. Ici, les commerçants se font rares, surtout les habitués, ceux de la sous-région. La majeure partie de nos clients sont des étrangers. À l'approche de la fête, ils passaient une commande 500, voire 700 paires de chaussures. Mais jusque-là, ils se font rares.
Vous l'avez vous-même constaté, la rue est calme. D'habitude, à l'approche des fêtes, la rue 11 est bondée de monde. Les Guinéens, les Maliens, ils étaient tous là à accélérer leurs commandes pour rentrer avec leurs marchandises. Quant à la clientèle sénégalaise fidèle à son habitude, elle attend les dernières heures. Les Sénégalais, eux, viennent toujours au dernier moment. Ils attendent toujours la veille, mais nous avons espoir, vu qu'il reste encore une semaine avant la Korité. À quelques jours de la Korité, ce sont les détaillants qui font le marché pour approvisionner leurs magasins ou étals. Passage obligé des commerçants, le marché de la capitale reste le choix des vendeurs qui s'empressent de rentrer pour écouler la marchandise. Ensemble pour un Sénégal sans mariage d'enfants, c'est le slogan de la nouvelle campagne de World Vision. L'objectif de l'ONG chrétienne est de contribuer à la campagne nationale du gouvernement contre les mariages précoces. Il s'agit également d'inciter les parlementaires à valider l'âge du mariage de la jeune fille de 16 à 18 ans et impliquer les communautés religieuses dans cette lutte. Ramil Diop. Au Sénégal, presque une fille sur 3 est mariée avant son 18e anniversaire, ce qui fait un taux de 33%. La région la plus touchée est Kolda, suivie de Tambacounda, Matam et Louga. World Vision a lancé la campagne Ensemble pour un Sénégal sans mariage d'enfants pour lutter contre ce phénomène. Nous avons une moyenne nationale en termes de mariage d'enfants qui tourne autour de 33%, le taux de prévalence national. Mais ce taux de prévalence cache des disparités énormes. Dans certaines régions, nous sommes à plus de 50% de filles qui ont été mariées avant l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, l'engagement se voit chez tous les acteurs qui sont conscients des conséquences néfastes sur la santé, l'éducation et la société. Le message que nous lançons, c'est aidez-nous, aidons-nous tous, participons tous à faire comprendre à nos populations que c'est contre nature que de marier un enfant avant l'âge requis. Venus nombreux, ces enfants ont demandé à être protégés contre le mariage précoce qui résulte souvent de la pauvreté. Les acteurs proposent que l'âge minimum pour le mariage des filles soit porté à 18 ans. World Vision, avec ses partenaires, cherchera durant l'année à venir à rendre visible les mouvements avec, pour et par les enfants, pour le changement d'attitude, pour sensibiliser et mener des actions courageuses et efficaces pour mettre fin au mariage des enfants. La campagne Ensemble pour un Sénégal sans mariage d'enfants va durer 5 ans. Plusieurs outils seront utilisés pour convaincre certaines communautés, promouvoir l'éducation des filles, leur assurer un environnement sécurisé et renforcer les mécanismes de protection, entre autres. Et puis dans le cadre de l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA a visité l'hôpital principal de Dakar. Cette structure de santé a acquis une forte expérience dans ce domaine. Le plan d'élimination de la transmission mère-enfant a été lancé en 2012 par le Conseil national de lutte contre le sida. De nombreux efforts ont été consentis en Afrique pour éliminer le VIH. Awanyaï. La visite du directeur exécutif de l'ONU-SIDA entre dans le cadre de partage des expériences dans le domaine de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Le Sénégal a toujours enregistré de bons résultats dans la lutte contre le sida. Il a aujourd'hui une vision, un rêve, matérialisé par un plan stratégique 2016-2020 qui s'inscrit dans le plan Sénégal émergent, plan beaucoup plus élargi, conçu, élaboré par les plus hautes autorités de ce pays, en l'occurrence le président de la République, qui prend en compte dans son axe numéro 2 le capital humain et social. Ce plan prend en compte, par souci de cohérence, le Programme national de développement sanitaire, PNDS, 2009-2018, qui ambitionne d'améliorer les performances et les offres de services auprès
au profit de la population. Le suivi du plan d'élimination de la transmission mère-enfant du VIH a permis d'identifier et de partager des bonnes pratiques. Oui, l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH est bien possible. L'hôpital principal de Dakar est en voie de le démontrer. En organisant cette rencontre de partage d'une expérience réussie dans ce domaine, en vous offrant la possibilité de discuter directement avec des acteurs de terrain, nous voulons apporter notre contribution à votre vision d'un monde sans sida. La lutte contre la transmission mère-enfant du VIH a été déroulée sur la période de 2000 à 2014. Ainsi, en 14 ans, l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant est une réalité. L'innovation, la créativité. Et vous l'avez mentionné, tout le monde pratiquement dans les différentes présentations, on est parti de nulle part. Quand moi j'ai dit, je voulais l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant, je voudrais que les mères restent en vie et que les enfants naissent sans sida. Je veux une génération nouvelle qui naisse sans sida. On me disait encore, il y a seulement 5-6 ans, j'ai commencé le premier programme de transmission de la mère à l'enfant de l'UNICEF en Ouganda il y a 23-24 ans, quand on avait les premières expériences sur la nevirapine. Et j'ai vu combien de temps on a pris pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Avec la science, on a fait des progrès énormes. Le Conseil national de lutte contre le sida a comme objectif zéro transmission mère-enfant du VIH. Le site de l'hôpital principal de Dakar obéit aux recommandations nationales du Conseil national de lutte contre le sida. Cette structure de santé est un site de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-sida depuis 1998, avec actuellement 600 patients. En France, la République en marche est arrivée largement en tête des législatives, prévisibles selon plusieurs experts. Après 8 tours de scrutin, des primaires passant par la présidentielle et les législatives, se dessine un nouveau paysage politique français. Le Parti socialiste est plongé dans une crise, les insoumis s'affirment, le Front national se cherche toujours. Les macronistes continuent leur marche. Analyse des résultats du second tour des législatives en France avec Sidina Lunfal. Les marcheurs ont remporté la course au second tour des élections législatives en France. Avec 306 sièges, la République en marche obtient la majorité absolue. La nouveauté, c'est à partir de 2000, avec l'instauration de la réforme sur le quinquennat, qui réduit le mandat présidentiel de 7 à 5 ans et qui fait également qu'il y a l'ancrage du fait majoritaire, c'est-à-dire les situations de cohabitation sont évitées maintenant parce que les élections législatives se produisent un mois après les élections présidentielles et du coup il y a un fait majoritaire qui s'installe dans le paysage politique français. Au Parti socialiste, c'est le malaise. Le PS n'a obtenu que 29 sièges. Jean-Christophe Cambédélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, jette l'éponge. La déroute du Parti socialiste sans appel. La droite fait face à un véritable échec. Avec ses 8 députés, le Front national n'a pu réaliser son rêve d'avoir un groupe parlementaire. Pour Marine Le Pen, le mode de scrutin a été un obstacle. Il est désormais vital pour notre démocratie d'instaurer la proportionnelle aux élections législatives et aux autres élections. Le système qui est en vigueur, c'est le système de la majorité uninominale à 2 tours. Donc il n'y a pas de proportionnel. Et pourquoi il n'y a pas de proportionnel? Quand on interroge l'histoire politique française, à partir des lois de 1875, la Troisième République, la Quatrième République, il n'y avait que de la proportionnelle. Et du coup, les assemblées parlementaires étaient ingouvernables parce qu'il n'y avait pas de majorité qui faisait en sorte que le gouvernement pouvait appliquer sa politique. Donc du coup, avec ce système de la majorité uninominale à 2 tours, les petits partis sont sous-représentés. Le PS n'est pas un petit parti, évidemment, mais il y a une recomposition politique en France qui fait que les partis classiques, les partis traditionnels de gouvernement sont balayés dans ce scrutin législatif. Les insoumis, eux, semblent avoir tiré leur épingle du jeu. Jean-Luc Mélenchon va siéger à l'Assemblée nationale. Il s'est même permis d'avoir un groupe parlementaire. J'informe le nouveau pouvoir que pas un mètre du terrain du droit social ne lui sera cédé sans lutte.
La publication des résultats du second tour des législatives marque la fin d'une séquence de la vie politique française. Il y a un an, personne n'aurait imaginé un tel renouvellement politique. Nous le devons à la volonté du président de la République de donner un nouveau souffle à notre démocratie. Une nouvelle ère s'ouvre avec une nouvelle recomposition du champ politique français. Toujours dans l'actualité internationale, nous parlons de ce qui se passe au Mali suite à l'attaque d'un hôtel, la crise entre le Qatar et ses voisins, le Brexit en Angleterre et en France. Il y a eu plus de peur que de mal sur les Champs-Élysées. Le récit de Fatou Sakho. En milieu d'après-midi, un fourgon a délibérément percuté une voiture de la gendarmerie sur les Champs-Élysées avant d'exploser. Son conducteur, grièvement blessé, a succombé à ses blessures. Il n'y a pas eu d'autres victimes. Une bonbonne de gaz et des armes à feu ont été trouvées dans le véhicule. La section antiterroriste du parquet de Paris a ouvert une enquête. Le Royaume-Uni et l'Union européenne ont donné le coup d'envoi officiel ce lundi à Bruxelles des négociations sur le Brexit. Il s'agit d'une première prise de contact formelle. L'organisation des futures sessions de négociation et du calendrier contraignant sont les points évoqués lors de cette rencontre qui marque le premier pas vers la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne. Les négociations doivent aboutir à un accord ratifié le 29 mars 2019. À 3 semaines de la crise du Golfe, le Qatar exclut toute discussion avant une levée du blocus imposé par ses voisins, l'Arabie saoudite et ses alliés. Accusé de soutenir les terroristes, Qatar s'est rapproché de Téhéran qui le soutient dans ce bras de fer. Évolution dans l'attaque du campement Kangaba en périphérie de Bamako. Le dernier bilan fait état de 5 personnes tuées par les assaillants, 4 civils et 1 militaire malien. Selon le ministre malien de la Sécurité, les forces maliennes et européennes ont tué 4 djihadistes. 5 suspects ont aussi été arrêtés. Abdulaziz Sy Dabakh, source de lumière, c'est le titre de l'ouvrage de Moussa Mbow. L'auteur, banquier et ancien fonctionnaire de la BCEAO, retrace la vie et l'œuvre de Mame Abdulaziz Sy, connu pour sa grande érudition. Le livre a été préfacé par El Hadj Rawane Mbaye, spécialiste de la Tidjania. Fatimata Banelba nous en parle. La cour du Wark était trop exiguë pour contenir tout ce beau monde venu témoigner son attachement à l'auteur, mais plus par affection pour l'homme aux multiples dimensions, Mame Abdulaziz Sy Dabakh, une source de laquelle la lumière jaillit toujours. On l'évoque chaque fois que la situation du pays nous préoccupe. Ses prêches sont rappelés, ses discours sont rappelés, donc sa présence est là, au-dessus de nos têtes. Des témoignages, des récits édifiants et plein d'anecdotes charpentent cet ouvrage. L'auteur a tenu à montrer la dimension spirituelle du soufi et sa proximité avec les populations, allant jusqu'à être surnommé le régulateur social. C'est un homme dont la devise quelque part a été de faire en sorte que son action et ses paroles aillent ensemble. Un travail laborieux de traduction a été fait car l'auteur s'est basé essentiellement sur les bandes sonores laissées par Dabakh. 3 grandes parties composent l'ouvrage de 294 pages. Moussa a beaucoup insisté sur cela. Le communicateur, la voix de la sagesse, Abdulaziz le véridique, le modèle, il insiste sur la gestuelle qui a un sens mystique. Comment Abdulaziz s'exprimait. Mais moi, un aspect, Moussa, qui m'a beaucoup subjugué et intéressé, c'est Abdulaziz, le citoyen. Parler de Mame Abdulaziz, on ne peut pas se fixer des délais. C'est dans notre vie, c'est dans notre vécu, c'est dans ton vécu, c'est dans mon vécu, c'est dans le vécu de tout le monde, de tous les Sénégalais. Demain, j'espère que d'autres vont faire la même chose. Le livre contribue donc à faire connaître le legs de Mame Abdulaziz Sy Dabakh, khalife général des Tidjanes de 1957 à 1997. Il demeure une source intarissable où les générations actuelles et futures pourront toujours s'abreuver. Les ménages face aux mutations socio-professionnelles, c'est le thème de la 4e édition de la conférence religieuse de l'Association féminine pour le bien-être social de la RTS. Une rencontre annuelle qui a enregistré la participation de plusieurs autorités, dont l'ambassadeur de Palestine au Sénégal, Aminata Benfal. Le bien-être social, c'est cela qui préoccupe toutes ces femmes de la RTS regroupées au sein de la FABES.
Pour cette 4e édition de la conférence religieuse annuelle, la réflexion est axée sur les ménages face aux mutations socio-professionnelles. Pourquoi avons-nous choisi ce thème? Car nous sommes femmes, nous sommes musulmanes, nous sommes travailleuses, mais au-delà de tout ça, nous sommes des mères de famille. Quel est notre rôle? Quel doit être notre comportement face aux bouleversements sociaux, politiques et religieux qui agitent le monde et ne nous épargnent pas? Autant d'interrogations auxquelles le conférencier, le professeur Alpha Amadouci, a apporté des réponses. Ce n'est pas antinomique. On peut être musulman et assumer la modernité. Et une femme peut être donc musulmane et rester mère, épouse, citoyenne et pourquoi pas même responsable politique. Ça demande des réajustements, ça demande de la compréhension, ça demande le sens de l'autre. Et toutes ces dimensions concourent à créer les conditions de l'épanouissement de la femme. Parce que n'oublions pas que la femme joue un rôle important dans la société. La femme constitue la cellule de base de la famille. Donc la santé de la famille dépend aussi de la santé de la femme. Le directeur général de la RTS, à travers ses représentants, le directeur commercial et son épouse, Mme Kadia Talla, a réaffirmé son engagement à accompagner la FABES. Des représentants de familles religieuses et plusieurs autorités, dont l'ambassadeur de Palestine au Sénégal, ont pris part à cette rencontre. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le siège de la RTS, donc une grande télévision, radio et un grand groupe des médias très fort implanté et très fort écouté et suivi. Cette conférence a été riche en chants religieux. L'occasion a été également saisie lors de cette rencontre pour lancer un appel à l'unité et prier pour une bonne marche de la RTS. La Côte d'Ivoire a enterré ce dimanche un de ses fils en éléphant. L'international Cheikh Tioté, le footballeur de 30 ans, a été victime d'un arrêt cardiaque avec son club de Beijing en Chine. Les Ivoiriens, ses proches, amis et sympathisants du monde sportif ont tenu à l'accompagner dans sa dernière demeure. Fatoumata Savané. Une foule immense pour rendre un ultime hommage à l'international ivoirien Cheikh Tioté. Dimanche, le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 a été inhumé au cimetière de Williamsville à Abidjan. En présence des membres de sa famille, de ses proches, amis et sympathisants du monde sportif, les Ivoiriens sont venus nombreux témoigner leur affection aux disparus. Moi, je retiens de lui quelqu'un de très sobre, humble. Et voilà, c'est des moments très difficiles à vivre. Et il nous quitte très jeune. Attends, il a 30 ans, c'est maintenant que la vie commence. Et donc parler de lui au passé aujourd'hui, c'est quelque chose de très difficile. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, en compagnie d'une forte délégation, a pris part à cette cérémonie solennelle. Après les honneurs militaires, le cortège s'arrête à la mosquée de Riviera Golf pour la prière mortuaire. Le convoi prend ensuite la direction du cimetière Williamsville où repose désormais Cheikh Tioté. À sa dernière demeure, il est accompagné par une foule qui a tenu à lui rendre ce vibrant hommage en lui disant « À jamais, dans nos cœurs, repose en paix ». C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Transformations font défaut. En conséquence, le poisson pourrit. Nous le transportons au site de Mbali. Le produit sera ensuite transformé en aliment pour volailles. Il nous faut des chambres froides pour conserver le poisson, car dans 2 mois, la sardinelle se fera rare. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les pêcheurs de s'organiser? S'il y a 100 pirogues, les 25 partent, demain ainsi de suite, comme ça on verra. Et en ce moment même, les mareyeurs eux-mêmes, ils pourront avoir la ressource à disposition et l'amener à l'intérieur du pays. Mais aujourd'hui, on la déverse. Et à l'intérieur du pays, pratiquement, il n'y a pas le poisson. Ça pose des problèmes. À moins de 20 km de Mbour, Signal Rome,
Paradoxe, dans ce village, la population peine à trouver le poisson. Le poisson coûte excessivement cher ici. Nous achetons la sardinelle entre 250 et 300 francs l'unité, ou bien les 3 à 500 francs. Ce n'est pas facile. Après avoir payé le poisson, il ne te reste presque plus d'argent. La sardinelle yaboy en wolof est consommée par de nombreux Sénégalais à faible revenu, mais elle subit actuellement une forte pression, particulièrement à Mbour, où surpêcher la sardinelle devrait être considéré comme un péché. 19 complexes frigorifiques seront construits à travers le pays pour un coût global de 10 milliards de francs CFA. Début des travaux avant la fin de l'année 2017. Le parc frigorifique sera rénové pour assurer une bonne conservation du poisson. Propos du ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Omar Gueye, que voici. Il y a 19 complexes frigorifiques qui sont en cours de finalisation. N'eût été les procédures assez compliquées de passation de marché, aujourd'hui, je pense que nous serions pas loin d'inaugurer ces complexes frigorifiques. Mais la boucle est bouclée, le dossier était au niveau de la Cour suprême qui a tranché la question. Maintenant, nous pensons que très rapidement, nous allons démarrer ces complexes frigorifiques. Le dossier des camions frigorifiques aussi est très avancé, avec des partenaires pour équiper les mareyeurs de camions frigorifiques. L'autre axe, c'est une réflexion sur une organisation encore du secteur, une planification des sorties des pirogues. Il ne sert à rien que tout le monde se rue sur le poisson qui est en abondance actuellement, revienne avec du poisson et les jeter. Nous avons mis en place un réseau national maintenant des CLPA, le comité locaux de pêche artisanale, et une sensibilisation va se faire en profondeur pour que ces pêcheurs puissent être conscients qu'ils n'ont aucun intérêt à aller pêcher du poisson qu'ils vont jeter. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a réglé le problème de l'équipement des pêcheurs avec une subvention de 20 milliards qui est mise à la disposition des pêcheurs pour le remplacement des moteurs. Chaque fois qu'un pêcheur achète un moteur, il reçoit 1 million. Le président a réglé la subvention sur l'essence. L'État supporte 7 milliards par an. Il reste la chaîne de valeur extrêmement importante, la chaîne de froid. Les camions frigorifiques, les complexes frigorifiques. À partir de ce moment, le poisson, même en abondance, ne sera plus jeté parce que pourra être acheminé vers les zones qui en ont besoin et qui sont assez lointaines des côtes et plages. Il est parti, mais il est encore dans les esprits. Ousmane Sembène, le cinéaste très respecté sur le continent africain, surtout au Burkina Faso. Dans ce pays, une chambre d'hôtel porte son nom et une de ses photos reste presque sacrée. La rédaction lui rend encore hommage à travers ce reportage de Oumy Ndour. C'était en plein FESPACO en 2015. Nous sommes présentement devant le centre de conférence Sembène Ousmane de l'hôtel Azalaï ex-Indépendance. C'est dans cet endroit que se retrouvaient pour chaque édition du FESPACO Sembène Ousmane et ses pairs du cinéma africain. Sembène y avait ses habitudes au bord de la piscine et la chambre numéro 1, celle qu'il occupait à chacun de ses passages à Ouagadougou, porte son nom depuis 2009. Cette année-là, le FESPACO rendait hommage à l'aîné des anciens 2 ans après sa mort. Depuis lors, cette chambre se transformait en musée Sembène Ousmane. Du 18 mai 2017, le nombre total d'inscrits est de 278 532, dont 146 877 filles, soit 52,73%. C'est dire que le nombre de filles candidates a augmenté cette année, passant ainsi de 146 152 en 2016 à 146 877 en 2017. La levée des épreuves a commencé il y a quelques jours. Toutes les académies ont déjà en possession leurs épreuves bien sécurisées. La levée des épreuves s'est étalée sur une durée de 5 jours, allant du mercredi 14 au lundi 19 juin 2017. Une priorité a été accordée aux académies dites périphériques.
Cette année, des élèves en situation de handicap pensionnaires des écoles inclusives de Guédiawaye, Thiaroye et Rufisque vont participer à l'examen. Un dispositif particulier a été pris pour les accompagner. Nous l'avons fait en synergie avec les inspecteurs d'académie concernés à travers des correspondances pour que ces enfants-là tiennent compte de leur handicap le jour de l'examen, en choisissant pour eux des salles spéciales, en prenant soin de les accompagner correctement, mais également en respectant le tiers-temps qui leur sera accordé en plus du temps qui est accordé à un enfant normal. L'examen du CFE et du concours de l'entrée en 6e nécessite des moyens financiers et humains colossaux. Mais le ministère de l'Éducation nationale n'a pas lésiné sur les moyens pour une parfaite organisation de l'opération. Ainsi, 9285 salles de classe seront mobilisées pour un total de 1683 centres sur toute l'étendue du territoire. Session ordinaire unique à l'Assemblée nationale. Cet après-midi, les députés ont adopté 3 projets de loi soumis à leur approbation. Ces projets de loi, outre certains emplois judiciaires, visent à la création, l'organisation et le fonctionnement des tribunaux de commerce et chambres commerciales d'appel. Explication dans ce reportage d'Amadou Aramtiam. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, en face des 55 députés présents pour éclairer sur la quintessence des projets de loi qu'il a conduits lui-même devant le Parlement. Le ministre, pour décliner les grandes lignes du projet portant sur le statut du magistrat, a d'abord rappelé que ce statut est issu de la loi organique numéro 2017-10 du 17 janvier 2017 qui visait d'une part à revaloriser certains emplois et d'autre part à créer de nouveaux. La création des tribunaux de commerce et des chambres commerciales d'appel qui, selon Sidiki Kaba, répond à une nécessité de développement économique, doit prendre en compte dans le statut de magistrat les emplois créés dans les nouvelles juridictions commerciales et que ces fonctions soient arrimées à des niveaux de grade comparables à ceux de leurs homologues des tribunaux de droit commun. Quant au projet de loi numéro 12-2017 modifiant les articles 5, 6, 7, 9 et 13 de la loi numéro 2014-26 du 3 novembre 2014 fixant l'organisation judiciaire, le ministre qui a été interpellé sur la formation et sur le maintien des chambres africaines extraordinaires a d'emblée précisé que les tribunaux de commerce sont institués et leur personnel nommé pour rapprocher davantage la justice des populations. Sur la formation, il a précisé que 10 milliards CFA seront dégagés en ce sens. Sur la situation des chambres africaines extraordinaires, le garde des Sceaux affirme que dans 11 jours précisément, il n'y aura plus de tribunal africain extraordinaire au Sénégal. Dernier projet soumis au Parlement, le projet de loi numéro 13-2017 portant organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce et des chambres commerciales. Par rapport aux interpellations des députés, le ministre qui a apporté des éclairages sur l'article 36 qui prône la déchéance du juge consulaire s'est aussi longuement appesanti sur les litiges fonciers au Sénégal et les solutions que le président... Ici là, ils ont 4 ans pour faire leur preuve. Mamadou Sabambo. Le Haut Commissariat de l'OMVS change de patron. Cabinet Komara cède le fauteuil au Malien Ahmed Diano Semega, porté à la tête de l'organisation par la conférence des chefs d'État tenue le 17 mai dernier à Conakry. Le haut commissaire sortant, son second et le secrétaire général s'en vont après de bons et loyaux services. Nous sommes heureux d'annoncer dans ce cadre d'ailleurs que la Banque mondiale, il y a 3 semaines, vient de mettre en disposition 100 millions de dollars pour financer la ligne entre Manantali et le Sénégal. Fort heureusement, la crédibilité de notre organisation aidant, des solutions sont en train de se mettre progressivement en place afin qu'à terme, notre bassin exploite de manière exhaustive son potentiel agricole, ses infrastructures de communication fluviale et routière et son immense potentiel hydroénergétique. L'équipe entrante arrive à un moment crucial de la trajectoire de l'OMVS. Un moment où tout est urgent. Il nous faut aujourd'hui travailler à renforcer l'image et la crédibilité de notre organisation.
Et cela en tenant fermement pour calendrier la feuille de route que les chefs d'État ont tracée dans leurs discours respectifs à Conakry, parmi lesquels je citerai celle qui me semble être aujourd'hui la priorité des priorités, qui, à mon sens, donnera à notre organisation sa crédibilité et toute sa crédibilité, le programme de la navigation. La conférence des chefs d'État a misé sur une équipe très au fait des dossiers de l'OMVS. Semega, son adjoint Abdel Veta de la Mauritanie et le secrétaire général le malien Mamadou Diaby sont des produits de l'organisation. Une équipe aussi forte, connaissant le Haut Commissariat, étant dans le milieu, je pense que j'ai droit à le dire, et vous êtes d'accord avec moi, que l'équipe-là n'a pas droit à l'erreur. Continuer à étoffer les acquis. C'est ça qu'on appelle le développement. C'est de ça que l'OMVS a besoin aujourd'hui. La nouvelle équipe de l'OMVS devra sans tarder s'attaquer aux besoins de financement de la structure, besoins qui tournent autour de 4 milliards de dollars, mais également à la sauvegarde du massif du Fouta Djallon, durement éprouvé par la dégradation et les changements climatiques. Massif qui, en quelque sorte, est le château d'eau qui alimente le fleuve Sénégal et plusieurs centaines d'autres cours d'eau qui arrosent la sous-région. Du poisson déversé sur le rivage en cette période où la ressource est abondante. Cela est devenu fréquent dans des localités comme Dakar-Saint-Louis ou sur la petite côte Hambourg notamment. La sardinelle est surexploitée. Des pêcheurs ont même du mal à écouler le poisson qui finit malheureusement par pourrir. Koumaya Khatemar a fait le constat. Incroyable mais vrai, le poisson si recherché, jeté. Nous sommes à la bête Mbour qui a été transformée en vaste déversoir de sardinelles et pour cause. On n'a pas où conserver le poisson. C'est la glace qui coûte cher. On achète la caisse entre 2000 et 2500 francs, alors que le prix normal variait entre 900 et 1000 francs. Le surplus de poissons, on l'a amené à l'usine de Mbaling. Malheureusement, elle a explosé. L'usine de transformation de Mbaling en question, la voici, ou du moins ce qui en reste, suite à une explosion survenue le 27 mai dernier. Copélite Afrique achetait le surplus de sardinelles. On travaillait presque par jour 400 à 600 tonnes. On fabrique ici farine de poisson. On le fait huile de poisson. Oui. L'usine est à l'arrêt. Malgré tout, la sardinelle est pêchée sans retenue. Ces grosses pirogues bien remplies de poissons accostent avec leur cargaison. Marailleurs, revendeurs et autres enfants se ruent sur les embarcations. 2000, 100 francs. Avec la sardinelle, on peut faire du thon, du poisson frit. Ce que j'ai là, dans une certaine période, tu peux l'avoir à moins de 1000 francs CFA. L'offre sardinelle dépasse largement la demande en cette période et les moyens de conservation et de Mesdames et messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Les 278 532 candidats au CFE et à l'entrée en 6e sont sur la dernière ligne droite. L'examen qui leur ouvre les portes du cycle secondaire débute demain au Sénégal et en Gambie. Le point sur les derniers réglages dans ce 20h. Vétusté des équipements, faiblesse de l'outil de production, l'imprimerie nationale du Sénégal attend du 109. Le président de la République entend accélérer sa modernisation, préoccupation exprimée lors du dernier Conseil des ministres. Alors que reste-t-il de la structure qui tire le journal officiel? Le coup d'œil de la rédaction dans cette édition. Et puis cette image qui fait débat, des tas de sardinelles pourries sur le rivage à Hambourg. Le produit est en souffrance en cette période de grande abondance. La surpêche, un péché mignon dans plusieurs
plusieurs localités du pays, alors que dans d'autres, l'on a du mal à voir la queue du poisson. Que faire? Assure le reportage de Kombada Hatemar et la réaction dans ce journal du ministre de la Pêche et de l'Économie maritime. Préparatif de la Korité, c'est la ruée vers les allées du Centenaire. Commerçants, détaillants, clients, tous baignent dans l'ambiance qui prévaut sur les lieux. À la Médina, un autre décor, les cordonniers qui confectionnent les chaussures Made in Sénégal attendent de les écouler. Bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République a procédé en fin d'après-midi à l'inauguration de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation, une initiative du professeur Souleymane Mboup qui compte développer les laboratoires orientés dans la recherche et la formation en santé publique. Nous y reviendrons sans doute au cours de cette édition. Sur la route de Diamniadio, le président Macky Sall s'est arrêté à Rufisque pour présenter ses condoléances à la famille du marabout Thierno Abdoulaye Diop. Pour l'occasion, le président a rendu un vibrant hommage à un grand serviteur de l'islam, Oumar Nying. L'arrivée du président Macky Sall ici à Gendel est en rapport avec ses relations avec le religieux qui vient de nous quitter. Thierno Abdoulaye Diop, grand érudit établi dans ce quartier de Rufisque, était très lié au président Macky Sall. En présentant ses condoléances, le chef de l'État l'a rappelé devant l'assistance. Au défunt marabout, le président Macky Sall a rendu un vibrant hommage. C'est l'islam qui a perdu un de ses grands serviteurs, dit le président de la République, que l'illustre disparu considérait comme son fils. Au nom de la famille, Thierno Mamadou Lamine Diop a transmis au chef de l'État ses vifs remerciements pour ce déplacement. Avant cette circonstance douloureuse, son assistance n'a jamais fait défaut, témoigne le fils du marabout. Il en vaut pour preuve son évacuation à l'étranger à la charge du président de la République. D'où l'expression d'une infinie reconnaissance de la famille éplorée qui a prié pour le président de la République. Avant les témoignages et prises de parole à la mémoire du marabout, le président de la République a transmis ses condoléances aux veuves. Il s'est ensuite recueilli au mausolée de l'illustre disparu. L'examen du CFE et de l'entrée en 6e démarre demain, mardi 20 juin, sur toute l'étendue du territoire national et en Gambie. Cette année, 278 532 candidats se sont inscrits et il y a une légère augmentation du nombre par rapport à l'année 2016. Toutes les dispositions sont prises pour un déroulement normal de l'opération, selon le directeur des examens et concours qui faisait face à la presse. Mortala Diop. À un peu moins de 24 heures du démarrage de l'examen du CFE et du concours de l'entrée en 6e, c'est le branle-bas de combat au niveau de la direction des examens et concours. Tous les agents sont mobilisés pour un déroulement normal des opérations. Toutes les dispositions utiles sont déjà prises pour assurer un déroulement normal des opérations. À la date de la République a institué en changeant les baux en titre foncier. Un engagement fort du chef de l'État pour soulager certes les populations, mais aussi pour éradiquer un phénomène qui continue de plonger des familles entières dans le désarroi. Les 3 projets de loi ont été votés à l'unanimité. Focus ce soir sur l'imprimerie nationale qui se trouve à Rufisque. Pour faire face à la forte demande d'impression des documents de l'administration publique, le chef de l'État a instruit le gouvernement d'accélérer le processus de modernisation et de renforcement des équipements de l'imprimerie, ceci également dans la perspective de la publication des documents sur l'histoire générale du Sénégal. Notre reporter Cher Bambagay s'est rendu sur place. Lors du dernier Conseil des ministres du mercredi 14 juin 2017, le président de la République avait instruit le Premier ministre d'accélérer la modernisation des infrastructures de l'imprimerie nationale de Rufisque.
Et à juste raison, sa préoccupation se justifie car ici à l'imprimerie nationale de Rufisque, l'outil de production est vétuste. Par exemple, cette machine d'impression qui date des années 70 est la seule qui marche ici. Par conséquent, tout se fait manuellement et à chaque impression, on change de couleur pour passer à une autre. C'est également le même constat dans la salle d'assemblage avec ces machines à l'arrêt après des années de service, ce qui limite la capacité de production. Aujourd'hui, il faut tout renouveler. Les difficultés majeures, c'est, comme vous l'avez constaté, l'outil de production. Nous avons une capacité productive qui est très faible. Et je pense que qui est due essentiellement à la vétusté des équipements, comme vous l'avez constaté. Maintenant, l'expertise est là. Nous avons des agents de qualité qui ont capitalisé plusieurs années d'expérience. Maintenant, c'est vrai que le capital humain, il est là. Il faut certes le renforcer sur le plan quantitatif et qualitatif, mais pour que nous puissions assurer la mission qui est la nôtre, avec l'accessibilité de l'information légale et administrative, il nous faut des équipements de dernière génération. Pour le tirage du journal officiel, par exemple, la direction a renouvelé les équipements avec des machines Riso dotées d'une grande capacité de tirage. Et dans la perspective de l'écriture de l'histoire générale du Sénégal, l'imprimerie nationale sera mise à contribution grandement pour la confection des documents pour pleinement garantir l'accessibilité à l'information légale et administrative. C'est pourquoi on a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme la directive du président de la République qui a demandé à M. le Premier ministre d'engager la restructuration qui va se faire avec une évolution d'abord du statut de la maison, qui va évoluer d'une direction nationale vers un établissement public à caractère administratif. Maintenant, s'en suivra tout un dispositif de gestion avec un conseil d'administration, avec des manuels de procédure, avec un contrat d'objectifs pour lequel nous allons nous engager, Inch'Allah, à une atteinte des objectifs que nous nous serions nous-mêmes fixés à partir des directives du gouvernement du Sénégal. La modernisation de l'imprimerie nationale souhaitée par les autorités a toujours été le vœu de la direction. Si elle se réalise, elle va créer de la valeur ajoutée dans la production. S'en suivra bien sûr un renforcement des capacités pour que l'investissement soit sécurisé d'abord par un bon usage, mais également par une maintenance régulière. Ainsi donc, l'imprimerie nationale de Rufisque a des défis majeurs à relever, mais avec le renforcement de ses équipements et la modernisation de son administration, elle sera en grande mesure de jouer sa partition dans la vulgarisation de l'information publique avec toute la qualité qui s'y est. Retour sur l'inauguration de l'Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique, inauguration par le président de la République. L'initiative est du professeur Souleymane Mboup qui compte développer des laboratoires orientés dans la recherche et la formation en santé publique. Nous reviendrons en détail sur cette inauguration avec nos reporters qui étaient sur place. Le financement de la navigation sur le fleuve Sénégal et la sauvegarde du massif du Fouta Djallon, tels sont entre autres les défis qui attendent la nouvelle équipe dirigeante de l'OMVS. L'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, le nouveau haut-commissaire, le Malien Ahmed Diané Semega et son équipe ont été installés ce matin par le président du Conseil des ministres de l'OMVS, le ministre guinéen de l'énergie et de l'hydraulique, Cheikh Talib